Chapitre 16. Oscar Firmin prit un air contrarié. « Vous voulez encore changer » s'exclama-t-il. « Oui, j'étais convaincu d'avoir réussi à le convaincre, que ses protestations n'étaient que de façade. Je m'étais réveillé décontenancé par le rêve sans queue ni tête de la nuit. Je ne savais plus trop qui j'étais. Cet état m'avait rappelé l'adolescence, où j'avais traversé une période de flottement pendant laquelle je me demandais si j'étais noire ou blanche, et si je devais sortir avec des garçons noirs ou des garçons blancs, comme s'il s'agissait de choisir un camp, une appartenance pour exister à travers elle. Après des années d'hésitation, j'avais fini par trancher, j'étais noire et blanche. Cette sortie du dilemme avait été libératrice. Depuis 24 heures, j'ai un problème avec les émotions, avec le ressenti des émotions, comme si je me coupais d'une partie de moi. L'accès à nos émotions peut parfois entrer en conflit avec des objectifs de réussite. Quand on a une personnalité de type 3, réussir est tellement crucial que votre personnalité vous pousse à vous couper par moments de vos émotions pour vous permettre de rester centré sur vos objectifs. À vous entendre, ça semble très bien, très efficace. Sauf que, à force d'en être coupé, je ne sais plus très bien qui je suis. La personnalité de type 3 utilise ses émotions pour l'informer de ce qui est valorisé par ceux dont elle veut être reconnue. Vous allez par exemple sentir que tel interlocuteur ou tel milieu professionnel valorise une posture intellectuelle, réfléchie, ou au contraire une attitude spontanée et chaleureuse, ou autre chose encore. Et vous allez vous faire une représentation de la personne qui serait le plus admirée par cet interlocuteur ou ce milieu, puis vous allez devenir cette personne. Vous allez totalement l'incarner, devenant l'archétype de l'intellectuel réfléchi ou de la femme spontanée, chaleureuse ou je ne sais encore. Mais vous décrivez un fonctionnement d'acteur ou de comédien. Sauf qu'à la différence d'un acteur, vous ne le faites pas sciemment. Vous le faites sans vous en rendre compte. Donc ce n'est pas de la comédie, vous êtes sincère. En tout cas vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que vous insinuez ? Il me regarda en souriant. C'est à vous que vous mentez. Oh, je ne comprends pas. En incarnant celle qui va être admirée, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez quelqu'un d'autre en collant inconsciemment à une image ou à un rôle. C'est très efficace pour réussir. Mais cela m'éloigne de qui je suis réellement ? Oui. Je restais songeuse quelques instants avant de réaliser le paradoxe incroyable de cette situation. Cela signifie que les gens qui m'admirent aiment ce que j'ai choisi d'incarner, donc ils ne m'aiment pas moi ? En effet. Ou ils vont m'aimer pour mes prouesses, mes succès, bref, m'aimer pour ce que je fais, mais pas pour qui je suis, que j'ai moi-même oublié. Il acquiesça lentement, puis au bout d'un moment de silence, il ajouta : « Il y a un prix à payer pour tout dans la vie. » Ouais, c'était dur à avaler. Je me remémorais le prix payé pour mes personnalités précédentes. Le fonctionnement de type 1 m'a mené à vouloir tout améliorer autour de moi pour tendre vers des normes de perfection tout droit sorties de mon esprit. Le fonctionnement de type 2 m'a mené à me construire sur la gratitude des autres, en retour de mes actes altruistes, me poussant à oublier mes propres besoins et à me sacrifier pour les autres. Et le type 3 m'obligeait maintenant à réussir pour être admiré, quitte à sacrifier ma vérité intérieure et à mon intégrité émotionnelle, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais réellement au fond de moi. Cette personnalité me faisait certes moins souffrir au quotidien, mais posait un vrai problème de fond. Montaigne invitait à rester soi, Sénèque à découvrir nos aspirations. Tous les deux conseillaient de n'imiter personne. Au fait, est-ce que ma personnalité d'origine est présente dans votre modèle ?
Je veux dire, correspond-elle à un type particulier? Bien sûr. Et quel est son numéro? Peu importe, dit-il sur un ton sans appel. J'étais plus que jamais décidé à connaître tous les modèles, non seulement pour arrêter ensuite mon choix sur la meilleure personnalité, celle qui me ferait le moins souffrir, tout en m'offrant le plus d'atouts, mais aussi pour une autre raison aussi nouvelle qu'irrésistible. Posséder le modèle me donnerait un pouvoir illimité, un pouvoir qu'Oscar Firmin avait lui-même évoqué la dernière fois. Le pouvoir de comprendre les rouages de la personnalité de n'importe quel individu, les arcanes de sa psyché et donc ses motivations intimes, ce qu'il fait avancer sans même qu'il en ait conscience. On a tous besoin, chaque jour, de savoir convaincre les autres, soit pour les gagner à notre cause et accomplir nos projets, soit pour obtenir d'eux ce que l'on en attend. Le modèle de la confrérie des Kélia allait me permettre d'accéder au secret de l'influence. Et le secret de l'influence, c'est le secret de la réussite. Depuis mon échange avec Firmin, j'avais quelque part conscience que cette quête de réussite était induite par ma nouvelle personnalité et qu'elle était vaine. Mais c'était plus fort que moi. La compréhension intellectuelle de ma motivation n'altérait pas mon besoin de l'assouvir. Oscar Firmin ne me faisait plus du tout peur. Je voyais surtout en lui ce qu'il pouvait m'apporter. Et je me sentais capable d'obtenir de lui qu'il me transmette l'intégralité du modèle sans m'embarrasser avec les engagements intenables habituellement exigés par la confrérie de ses membres. Firmin valorisait le sérieux, l'intégrité intellectuelle, le respect. Je devins soudain la personne la plus sérieuse, la plus intègre et respectueuse qu'il puisse exister. Je me sentis me redresser dans mon fauteuil pour adopter une posture plus droite tout en étant moins arrogante et plus humble. J'aimerais essayer une personnalité de type 4. Il me regarda en silence pendant quelques instants. Vous ne savez même pas à quoi elle correspond. Mais j'ai bien compris que chacune apporte son lot de souffrance. C'est le prix à payer, je l'accepte. J'aimerais juste pouvoir choisir celle avec laquelle je pourrais le mieux vivre. Mon argument me sembla imparable. Mais vous vous souvenez que vous ne les essayerez pas toutes? Oh, je m'en souviens en effet. Quelques minutes plus tard, j'enclenchai le dictaphone. La vie est un vaste champ d'opportunités pour qui sait les repérer et les saisir. Je repassai à la maison, comme chaque fois avant de me rendre au bateau. En entrant dans l'immeuble, je tombai sur le propriétaire, un vieux radin très froid, qui possédait plusieurs immeubles dans le quartier. « Ah, vous tombez bien ?» lui dis-je. « Je n'en peux plus de prendre des douches glacées. Ça a assez duré. Il faut réparer le chauffe-eau en urgence. » Si vous croyez qu'on trouve un plombier disponible comme ça. Ça fait des semaines que je vous en parle. Maintenant, on est en été, les artisans vont partir en vacances. N'y comptez pas avant la rentrée. Jusqu'en septembre. Vous vous fichez de moi. Vous me prenez pour qui? Vous voulez me faire prendre des douches froides pendant encore 2 mois, c'est ça? Ça va, vous êtes jeune. Et les douches froides en plein été, c'est pas le bagne. Et ce grossier personnage tourna les talons et s'esclipsa, sans même me saluer. C'est bien parce que j'étais jeune qu'il se permettait de se comporter comme ça. Et peut-être aussi parce que j'étais métisse. Si j'avais été une bourgeoise lyonnaise d'une 50aine d'années, il n'aurait jamais osé. À la maison, je trouvais mon chéri concentré sur sa thèse. Il ne leva même pas les yeux sur moi, m'ignorant comme si j'étais une inconnue, comme si je ne comptais pas pour lui, que je n'existais pas. Je me sentis délaissée. Oh, il ne m'aime plus. Cette sensation s'insinua en moi et prit corps. Un sentiment d'abandon m'enveloppa, puis se mua en tristesse, une tristesse lancinante et douloureuse. Je montai dans la mezzanine et ouvris l'armoire de ma grand-mère pour y déposer le dictaphone. Je vis la parure de sous-vêtements de la veille et en ressentis une pointe de honte. Mais comment avais-je pu me laisser aller à ce folklore? Ce n'était pas moi.
J'avais fait un show déplacé. Quelle valeur avait l'excitation de Nathan si elle n'était pas la conséquence d'une mise en scène et d'artifice? S'il lui fallait ça pour me désirer, c'est qu'il ne m'aimait pas, qu'il n'aimait pas mon corps. Voilà la vérité. J'étais moche, insipide, et il me fallait faire tout un cinéma pour être désirée. Je redescendis, il ne me regarda pas plus. Je quittai l'appartement meurtri par mon amour en perdition. Une fois dans la rue, je me retournai après quelques pas, mais non, il n'avait même pas cherché à me rattraper. Je marchais vers la station de funiculaire. Le soleil n'était pas encore à son zénith, mais il faisait déjà très chaud. La journée promettait d'être caniculaire. Je croisais toutes sortes de passants. Certains avançaient d'un pas alerte, et je les imaginais se rendre comme moi au travail avec des horaires décalés. Mais eux avaient l'air heureux. Ils devaient s'épanouir et être reconnus dans leur métier, sans être obligés de relever un défi impossible en moins de 6 jours. Leur situation me sembla désirable. Non seulement je les enviais, mais j'avais aussi le sentiment que ce genre d'équilibre m'était interdit, comme s'il me manquait quelque chose pour avoir droit à cette satisfaction, ou qu'au contraire, je traînais une tare, un handicap qui m'empêcherait à jamais d'être heureuse comme les autres. Je vis aussi quelques couples, certains se tenant par la main, d'autres par la taille, d'autres encore marchant côte à côte, mais avec une complicité tellement évidente que le contact physique devait leur être superflu. Connaîtrais-je moi-même un jour ce genre d'idylle? Trouverais-je l'être qui saurait me comprendre et m'aimer pour qui je suis, et peut-être même réparer mes blessures et me rendre à moi-même? Je rejoignis la station de la Ficelle et m'assis dans un wagon. Les vieux sièges en bois vernis portaient en eux la douce nostalgie d'une époque révolue. Je me sentis porté par leur histoire, par leurs rencontres dont ils avaient dû être les témoins muets. Les discussions légères entre copains de fac, le regard troublé d'un jeune homme amoureux, la mélancolie d'une âme encelée. Un jour, c'était certain, un gérant indélicat les remplacerait par d'affreuses banquettes en plastique orange ou vert. Un vagabond entra pour faire la manche. Vêtu de vêtements trop amples pour lui, il me fit penser à un grand clown triste qui entre en scène au milieu d'artistes pailletés jouant l'indifférence et le mépris. Il déambula de rangée en rangée, la main tendue et le regard empreint d'une sincérité touchante et non suppliante. La vie avait sculpté sur son visage de belles rides, mémoire des épreuves traversées, des espoirs perdus, des amours impossibles, des déceptions et des rejets. Ces rides racontaient son histoire, et je me mis à rêver à tout ce que cet homme avait pu vivre, tout ce qui avait pu le conduire jusqu'à ce wagon du funiculaire, et je me laissai glisser dans un rêve éveillé, un rêve plein d'images, de sons et d'émotions, qui me transportèrent dans un univers intérieur aussi secret que foisonnant. Quand la ficelle me secoua doucement, en s'arrêtant à la station, dans un crissement métallique, je vis le vagabond descendre, et je réalisai, un peu honteuse, que je ne lui avais rien donné sur son passage. Je rejoignis le bateau par un chemin différent du trajet habituel, pour fuir l'insupportable roulant de routine. Je traversai le pont des feuillets et m'immergeai dans la chaleur moite du vieux Lyon plutôt que d'endurer la monotonie sans fin des quais de la presqu'île. J'aimais ce quartier délabré, mais plein de charme, quoi qu'en disent les élus, dénués de sensibilité. Si les associations de riverains n'obtenaient pas gain de cause, la mairie raserait bientôt ce quartier historique pour y planter des immeubles modernes. Modernes. Ils n'avaient que ce mot-là en bouche pour compenser leur âge non assumé en se donnant une image jeune dans l'air du temps. Détruire l'œuvre des anciens pour semer leur ignoble pustule était l'obsession des élus pour imprégner le paysage urbain de leur passage, comme les chiens qui pissent les uns après les autres sur un coin de trottoir.
Après mon détour, je rejoignis la Saône et pris la passerelle du palais de justice. Baigné de soleil, le Pygmalion m'attendait en contrebas, de l'autre côté de la rivière. Dans sa grosse coque vert-bouteille par endroits encaillée, il semblait à la fois puissant et fragile, imposant et touchant. J'aimais ce bateau. Je l'aimais, mais lui, voulait-il vraiment de moi à sa tête? Je n'avais pas envie de lutter pour m'y maintenir à tout prix, même si je brûlais de prouver ma valeur. Je me sentais en fait écartelée entre l'envie de la démontrer aux yeux de tous et mon désir profond d'être acceptée telle que j'étais, donc sans faire d'efforts particuliers qui m'éloigneraient de la seule expression de ma manière d'être. J'étais encore imprégnée de ce sentiment lorsque je montais à bord et je vis tous les collaborateurs qui s'activaient dans la bonne humeur à préparer le service de midi. Chacun avait son rôle, sa place dans les rouages de l'organisation, et je fus saisie du sentiment de leur appartenance à quelque chose qui les reliait. Ils formaient un groupe soudé, une équipe, et ce que je ressentis alors fortement, c'était de ne pas en faire moi-même partie, comme si j'étais exclue, à part. Le paradoxe était que je souffrais de cette non-appartenance, alors que j'aurais pourtant détesté vivre la vie banale d'une serveuse parmi d'autres. Je me rendis directement à ma cabine pour m'y réfugier. J'étais à peine assise que le téléphone sonna agressivement. Je le fusillai du regard, meurtri par la sonnerie stridente, et décrochai à regret. « Allô ?» La confrérie des Kélias n'existe pas. C'était Alain, mon copain du fisc. Le son de sa voix amicale me réchauffa le cœur. « Comment ça ? Elle n'a pas d'existence fiscale, n'est répertoriée nulle part dans nos fichiers. Si elle avait la moindre activité économique, on l'aurait forcément su d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas agir incognito pendant des années. Mais je ne comprends pas. Je m'y rends tous les jours. J'y rencontre son grand maître. Donne-moi son nom et son prénom. Oscar Firmin. Drôle de prénom. Firmin. Non, c'est son nom. Son prénom, c'est Oscar. Je te l'avais demandé, dans l'ordre, dit-il d'un ton qui me sembla agacé. Je me sentis bête et ne répondis rien. As-tu autre chose à son sujet? Sa date de naissance? Son adresse personnelle? Non, avouai-je. Mais l'immeuble, peut-être que l'immeuble lui appartient? À lui ou à eux? Ou peut-être ont-ils un bail? Je vais creuser cette piste aussi. Merci Alain. De rien. Et surtout rappelle-toi, ne m'appelle jamais au bureau. C'est bon, j'ai compris. Je ne suis pas idiote. Je raccrochai vexé. Une vedette passa à proximité dans un vrombissement irrespectueux, mais une fois le calme revenu, le roulis fit doucement tanguer mes pensées. Aucune existence officielle. Mon camarade de fac m'avait prévenu. Ces gens vivaient dans le secret. J'ignorais que l'on pouvait pousser le secret jusqu'à disparaître aux yeux du fisc. Peut-être était-il beaucoup plus puissant et dangereux que Firmin ne les laissait paraître derrière ses apparences humanistes. Peut-être avais-je donné mon âme au diable. Ce vieillard affable était-il le plus pervers des manipulateurs? Peut-être m'étais-je embarqué dans un piège inextricable où je continuerais à être ballottée de souffrance en souffrance au gré des personnalités invivables que l'on me ferait tour à tour endosser. Je commençais à réaliser que je ne retrouverais jamais ma vraie nature. Mon âme était condamnée à errer, colonisée par des pensées, des émotions, des réactions induites par un étranger. Je demeurais à jamais incomprise des autres et de moi-même, perdue à... C'est laquelle la porte des toilettes qui grince? Je ressentis violemment l'interruption. Je levai les yeux sur un bobby au regard bovin qui avait osé faire irruption dans mon monde intérieur sans aucun égard pour le respect de mes intimités émotionnelles. C'est laquelle la porte des toilettes qui grince?
La vulgarité de son interpellation me ramenait à l'insoutenable condition de ma tragédie professionnelle, faite d'une succession de contingences matérielles totalement dénuées de sens. « Hein? C'est laquelle ?»« Bobby !» dis-je exaspéré. « Huile toutes les portes que tu veux. » « Bon. » Bobby était le petit soldat de ce monde utilitariste, un monde d'une vacuité affligeante, un monde dans lequel je n'étais pas fait pour vivre. « Ah, au fait, ajouta-t-il, Catel m'a aussi demandé de voir comment supprimer les bruits. Tu sais, les craquements, les chointements qu'on entend un peu partout quand on reçoit les vagues des autres bateaux. Et je voulais savoir si... Ah, ne touche pas à ça, malheureux. Ces bruits font tout le charme de notre vieux navire. Les supprimer serait un sacrilège. Il s'éloigna, cette fois sans se retourner, à mon grand soulagement. Les bruits, comme Bobby les appelait vulgairement, étaient le chant de notre bateau, le chant le plus touchant qui soit. Aucun autre bateau au monde ne devait gémir de la même façon. C'était comme une douce complainte, un brame romantique, et en l'entendant, mon esprit s'évadait chaque fois par-delà les océans. Je m'imaginais en pleine mer, seul à bord avec mon amoureux. Nous serions sur le pont. Le bateau roulerait et tanguerait sur les vagues. Nathan serait à la barre, les cheveux malmenés par le vent, une barbe de quelques jours. Ses yeux rieurs se poseraient sur moi. Je m'avancerais vers lui en luttant pour maintenir mon équilibre et me blottirais contre lui, la joue contre la laine épaisse de son gros pull marin. Je sentirais le parfum de l'air iodé, les embruns qui, par moments, nous fouetteraient le visage. Je resterais ainsi un long moment, puis il bloquerait la barre, me prendrait dans ses bras, et nous descendrions dans notre cabine aux murs d'acajou et aux accessoires en laiton. D'un geste, nous nous retrouverions nus et ferions l'amour, tandis que le navire fendrait les flots, fétu de paille qui trace sa route au milieu de l'océan. Soudain, le téléphone rugit de nouveau. Ô Dieu intrus, mal dégrossi. On ne me sonne pas comme un domestique. Je le laissais s'épuiser, tandis que mon esprit retournait à Nathan. Il me manquait cruellement. Jamais je n'aurais dû le licencier. C'était pour ça qu'il m'ignorait ce matin. Il avait dû se sentir affreusement rejeté. Moi-même, je ne l'aurais jamais supporté. Sans lui, le bateau me semblait vide, orphelin, démuni. Je me sentais séparé, coupé, amputé du lien qui, sans que je le comprenne jusque-là, m'avait permis de tenir dans cet univers professionnel hostile. Je pris sur moi pour m'extirper de mon bureau. J'avais besoin d'un café et me rendis en salle de pause. La cafetière libérait ses effluves d'Amérique du Sud avec un sifflotement qui me rappelait le son produit par ma petite sœur quand elle débutait la flûte traversière. Dans l'évier, la pile de vaisselle sale n'avait jamais été aussi haute, de toute évidence un signe de mépris à mon égard. Je pris ma tasse et retournai la boire dans mon bureau, puis fis l'effort d'aller faire un tour en cuisine pour m'assurer que tout allait bien. L'ardoise affichait encore les plats de la veille. J'eus honte des noms que je leur avais donnés. Régal de crabe, délices de chocolat. C'était banal, convenu, commercial, tout ce que je méprisais. Je pris l'éponge et effaçai tout d'un geste vif. En cuisine, les parfums de volaille rôtie rivalisaient avec les senteurs de curry, d'oignons frits et de sauce au vin jaune. « Rodrigue, je te laisse le soin de baptiser les plats comme tu le sens. » Il eut l'air vaguement surpris, mais satisfait de mon revirement. À côté, son plongeur s'activait déjà à la préparation de 4 quarts pour le buffet à volonté de l'après-midi. L'opération de la veille me laissait un arrière-goût mitigé. Le succès était réel, mais quelle valeur avait une réussite fondée sur la duperie de clients à qui l'on refourguait des produits bas de gamme? Le robot du plongeur, malmené par le pétrissage à la chaîne, gémissait lamentablement, prêt à rendre l'âme,
l'hélice engluée dans les œufs et la farine, des 4 quarts. Mais pourquoi pas des gâteaux au yaourt? J'étais bonne à diriger un self-service d'autoroute. Et si, dis-je en m'adressant à Rodrigue, et si on faisait le contraire? De quoi tu parles? Au lieu d'attirer les clients avec un buffet à bas prix et leur servir de la cochonnerie, proposons-leur du haut de gamme et attirons-les par la qualité. C'est sûr que c'est plus gratifiant pour moi, mais ça va coûter cher, on attirera moins de monde. Mieux vaut avoir une petite clientèle de fins gourmets que des hordes de touristes boulimiques. C'est toi qui vois. C'est tout vu. Mais alors, lâche-toi, fais-nous des pâtisseries à faire blêmir Paul Bocuse. Je partis à la recherche de Bobby pour lui demander de retirer le calicot vulgaire qui déclassait notre restaurant. Il était là il y a 10 minutes, me dit Rodrigue, mais il est parti en courant chercher des chips. Le bateau tanguait et il avait la nausée. Dans la salle, les serveurs commençaient à accueillir les premiers clients. Partout où je posais le regard, le fantôme de Nathan imprégnait les lieux. Par son absence, il était omniprésent. Je trouvai Bobby près du piano, un pot de peinture à la main. « Que fais-tu » ? « Je vais reprendre le couvercle du clavier. »« Mais ne touche pas à ça. »« Mais tu m'avais dit. » J'ai changé d'avis. « Bon, » dit-il en s'éloignant, qu'il ne pouvait pas comprendre. L'usure du vieux piano témoignait de son histoire. Au milieu de couvercle, la laque noire s'était lentement effacée, là où les pianistes successifs avaient posé leurs doigts pour ouvrir le clavier. Dire que ce piano avait connu Londres, puis l'Inde, la Suisse. J'imaginais un musicien dans les années 1930 à Londres, dont une jeune femme aurait été amoureuse. La vue de sa main de pianiste, délicatement posée sur ce couvercle, aurait éveillé chez elle une émotion trouble, une émotion que je ressentis dans l'instant, comme si elle était la mienne. Puis mon esprit s'évada vers une scène de Casablanca, ce vieux film en noir et blanc, dans lequel Ingrid Bergman s'adresse au pianiste noir pour lui dire d'un air mélancolique « Play it, Sam », l'invitant à rejouer la chanson qui lui rappelle ses souvenirs. La mélancolie du personnage se distilla en moi. Ces anciennes traces sur le couvercle du clavier étaient d'une grande valeur. La beauté n'est pas là où le commun des mortels croit la voir. Seules les âmes sensibles peuvent la déceler, et elle se dissimule et l'apprécie en secret. J'en avais oublié le calicot à retirer et dû repartir à la recherche de Bobby. Le service de midi se déroula normalement. Banalement serait plus juste, tant je m'ennuyais dans la monotonie de cet événement routinier. Je m'étais toujours donné comme consigne d'assurer une certaine présence pendant le service pour montrer aux équipes mon implication. Mais ce jour-là, je ne me sentais pas à ma place, comme un imposteur mal à l'aise dans le rôle qu'il a usurpé. Et d'ailleurs, j'en étais convaincue. Personne ne me voyait comme une vraie directrice. Catel s'activait devant moi, parfaitement à l'aise, au milieu des serveurs qu'elle dirigeait. Elle incarnait totalement la fonction. Cela sautait aux yeux. Elle était chef de salle du bout des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Et plus je la voyais à l'œuvre, plus je reconnaissais chez elle la personnalité de type 3 que j'avais revêtie la veille, quand j'étais soumise à un impératif de réussite et me mentais à moi-même pour incarner le rôle qui m'assurait l'admiration des autres. Au bout d'un moment, elle dut sentir que je l'observais en détail, car elle vint vers moi de sa démarche assurée. « Il y a quelque chose » lança-t-elle. « Arrête de jouer un rôle. »« Pardon » dit-elle en affichant un sourire jaune. « Tu n'as pas besoin de te mettre en scène, ni de vanter tes résultats, ni d'être meilleur qu'une autre pour avoir de la valeur. Mais tu n'as pas besoin de jouer la chef de salle pour bien faire ton métier. Mais je suis chef de salle. » Bon, comment lui expliquer qu'elle était autre chose que son métier, autre chose que ses actions et ses résultats? Et comment lui faire comprendre que la réussite des autres ne changeait strictement rien à sa valeur? Sois toi-même et tu seras plus heureuse. Elle me toisa d'un air supérieur. Mais je suis très heureuse. Laisse tomber. De toute façon, elle ne pouvait pas comprendre. Elle voulait tellement se croire la 8e merveille du monde que rien ne lui retirait ses illusions. Continue d'y croire
et passe à côté de ta vie. Je tournai les talons. Du coup, je partis sans faire le point sur les objectifs quotidiens que je lui avais demandé de fixer au serveur. De toute façon, avec le recul, j'étais moins emballée par cette idée. Obtient-on vraiment le meilleur résultat des gens quand on les contraint à ce point? Et puis, il y a des jours avec et des jours sans. L'être humain n'est pas une machine. Ce qu'il produit ne peut pas être régulier, puisque son humeur ne l'est pas. Il vaut mieux encourager chacun à exprimer son art, qu'il soit commercial ou culinaire, et c'est en se réalisant à travers lui qu'il donnera le meilleur de lui-même. Les résultats suivront. Dans l'après-midi, l'auditeur vint me trouver sur le pont. Il était emmailloté dans un costume cravate gris malgré la chaleur, carnet de notes et stylo, du pont à la main. Il me cherchait des noises autour du thé de l'après-midi. « Vous avez changé de stratégie ?» Ses yeux globuleux étaient pleins de reproches. « J'ai changé de pâtisserie. »« Mais je vois bien, dit-il d'un ton inquisiteur, que votre stratégie est passée du bas de gamme à prix cassé au haut de gamme élitiste. Quel impact prévoyez-vous sur le compte d'exploitation prévisionnel ?» J'eus peine à maîtriser l'agacement prodigieux qui explosa en moi. « Je ne suis ni stratège ni comptable. Je m'occupe d'un restaurant, monsieur Raffo. »« Mais vous devez bien calculer où vous allez quand même. » Cette petite flicaille n'allait quand même pas m'expliquer mon métier sans l'avoir jamais pratiqué. Il me prenait pour une cruche, et j'en ressentis une bouffée de haine. Un bon restaurateur sent ce qu'attendent ses clients. Je laisse les calculs à ceux qui sont coupés de leur perception. Il s'éloigna en haussant les épaules, et sa disparition me libéra de l'exaspération que je n'avais pas cherché à cacher, trop attachée que j'étais à l'authenticité de mes sentiments. J'avais juste oublié que ce petit emmerdeur avait l'avenir du restaurant et donc le mien entre ses mains. Accablé par ma bévue, je me retirai dans ma cabine et m'y enfermai à clé. La chaleur étouffante me poussa à ouvrir mon hublot positionné au ras de l'eau, que je maintenais habituellement fermé pour éviter les effluves vaseuses de la rivière. J'aperçus la colline de Fourvière coiffée de sa basilique qui scintillait au soleil. Je sortis mon carnet intime de la cachette où je l'avais mis pour éviter que Catel ne le trouve, puis je m'assis à mon bureau dans la pénombre et me mis à décrire tout ce que je vivais. J'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre tout ce que je ressentais depuis le matin. Était-ce vraiment induit par ma personnalité de type 4 ? À quel point notre personnalité influe-t-elle sur notre vécu intérieur et rejaillit-elle sur le déroulement de notre vie ? Ma journée ne ressemblait en rien à celle de la veille. Je commençais progressivement à réaliser quelque chose d'énorme. Mes changements de personnalité ne modifiaient pas seulement ma vision du monde ou certains traits de caractère, non. Ils chamboulaient complètement mon existence. D'un jour à l'autre, je ne vivais plus du tout la même vie. Oscar Firmin remplit le petit arrosoir en cuivre et rejoignit la grande pièce. Il entreprit de verser quelques gouttes d'eau au pied de chaque orchidée. Quelques gouttes seulement. Les orchidées sont comme les initiés, se dit-il. Il faut donner juste un peu, pas trop. Juste ce qu'il faut pour garder intacte l'envie d'en savoir plus. Alors la plante vous offre des fleurs pour vous charmer. Et l'initié trouve 1000 raisons de réclamer un nouveau changement. Il fit le tour de la grande pièce, d'orchidée en orchidée, ce qui lui prit un long moment, tant elles étaient nombreuses. Sibylle, elle, était unique. Il en était convaincu. Elle ne lui échapperait pas. Yvan Raffo rassembla ses notes. Il lui restait 6 jours pour rédiger son rapport et transmettre ses conclusions et sa recommandation d'investissement. Les premiers éléments d'étude de marché semblaient démontrer l'existence d'un potentiel de développement pour un restaurant, salle de concert, sur un bateau à Marais, dans le 2e arrondissement de Lyon, apparemment le plus prisé de la ville. Dont acte. Le bateau, dans un état désastreux, serait rénové par l'investissement envisagé. Restait l'équipe. Yvan Raffo étala ses feuilles sur la table de sa cabine d'infirmerie. Il avait pris soin
d'occulter le hublot avec du papier scotché sur la vitre pour ne surtout pas avoir sous les yeux la vision angoissante des profondeurs de la Saône. Sa table était éclairée par la lumière d'une ampoule à incandescence qui pendouillait du plafond au bout d'un fil électrique aux extrémités dénudées. Pas aux normes, se dit-il machinalement. Restait l'équipe. Il allait l'étudier en détail, mais ses premières constatations n'étaient pas folichonnes. Un cuisinier plutôt doué, mais inconstant, et surtout incapable de gérer le flux de clients. Un pilote n'ayant pas compris qu'il transportait des voyageurs et non des sacs de patates. Un homme à tout faire alcoolique et à moitié demeuré. Des serveurs manquant d'expérience et sans doute aussi de formation. Seule la chef de salle semblait sortir du lot par un certain professionnalisme anormal chez une femme. Et tout ce petit monde se tirait dans les pattes dans une ambiance pourrie. Climat délétère, investissement déficitaire. Restait ensuite le cas de la directrice. Il relut sa grille d'analyse en détail. Le diagramme de la veille l'a positionné comme volontaire à 65%, dynamique à 70%, extraverti à 60%, avec un tempérament de leader à 72%, capable de prendre des décisions à 88%, adaptable à 85%. Comment se pouvait-il qu'elle ait manifesté une attitude aussi différente aujourd'hui ? Comment avait-il pu se tromper à ce point ? Nathan rangea le dictaphone, perplexe, et referma les portes grinçantes de la vieille armoire. Les mots de l'homme enregistrés étaient complètement aberrants. Au fond de vous, se niche l'angoisse d'être une personne sans identité propre et sans importance. Mais que diable pouvait signifier un tel message, une telle affirmation ? On ne connaît jamais les gens, se dit-il. Il vivait avec Sibylle depuis plusieurs années et n'aurait jamais pu imaginer qu'elle avait un jardin secret, aussi mystérieux et impénétrable. Bobby me sortit de mes pensées en frappant à la porte de ma cabine. « Il y a un coursier qui a un truc pour toi, » dit-il en se tournant vers un jeune homme qui avait gardé son casque de mobilette sur la tête. « C'est de la part de la mairie. Il faut me signer le reçu là, » déclara-t-il en me tendant un petit carnet à souche en même temps qu'un document. C'était le contrat mirobolant négocié la veille, dont j'avais fait porter un exemplaire en mairie. Je signai son carnet et le boursier repartit aussi vite qu'il était venu, escorté par Bobby. Je posai le contrat sur un coin de bureau, rempli de honte d'avoir survendu le bateau. Comment oserais-je recevoir tout ce beau linge dans 5 jours à bord de mon vieux rafio ? Le téléphone sonna. C'était Alain. L'immeuble de ta confrérie appartient à un certain Mohamed Malouf. Cela ne me dit rien. Et si Oscar Firmin était un nom d'emprunt ? Ça expliquerait qu'on n'ait aucun dossier à son nom au fisc. Mohamed Malouf est peut-être son vrai nom. Un arabe blond aux yeux bleus ? Plutôt rare. Et si Firmin était son locataire ? Non, j'ai vérifié. L'immeuble n'a pas de locataire. En tout cas, Malouf ne déclare aucun loyer perçu. Et c'est lui qui paye la taxe d'habitation. Dans quel imbroglio m'étais-je fourré ? Que sais-tu de ce Mohamed Malouf ? Demandai-je. Allô ? Allô ? On va être coupé, je suis dans une cabine et je n'ai plus de pièces. Malouf est... Pip, pip, pip. À court de pièces dans mes bons sangs. Je me fis apporter un plateau repas par Manon et dîner seul dans ma cabine. Puis je me rendis dans la salle de pause pour me faire un café. Une odeur de tabac froid imprégnait les lieux. La pile de tasses sales était encore élevée. Mépris délibéré. Affront à ma crédibilité de manager. Je pris les papiers dans la boîte à paroles, assuré d'y trouver des critiques de toutes sortes et des reproches blessants. Je ne fus pas déçu. On m'accusait pêle-mêle de théâtraliser mes sentiments, de dramatiser les problèmes, d'être hyper susceptible, de prendre les gens de haut. Chaque insanité proférée était un coup de poignard dans mon cœur. Mais personne ne pouvait le comprendre, tout comme personne n'avait su comprendre qu'à l'inverse de leur
interprétation calomnieuse, une seule chose comptait pour moi, exprimer qui j'étais et ce que je ressentais, de la façon la plus authentique qui soit. De toute façon, j'en avais assez de diriger les autres. Ce que je désirais au plus profond de moi, c'était me réaliser à travers mes actions, pas contrôler celles des autres. Sans doute n'étais-je pas à ma place. Lorsque j'aurais trouvé ma voie, je serais capable de m'investir à 1000% dans mon métier, de donner le meilleur de moi-même et de réaliser ce qu'aucun autre ne ferait mieux que moi. Je finis mon café d'un trait et abandonnai ma tasse au sommet de la pile pour retourner dans mon bureau. Partout dans le bateau, le spectre de Nathan était présent, comme une réponse au sentiment de rejet que les autres me faisaient vivre intérieurement. Plus le temps se déroulait, plus son absence devenait obsédante. Je finis par décrocher mon téléphone et l'appeler à la maison. Nathan. Oui, Nathan, c'est moi, je veux que tu reviennes, Nathan. Comment ça? J'annule ton licenciement, j'arrête la procédure, reviens. Je ne comprends pas. Tu m'as expliqué que c'était important pour ton positionnement. Mieux pour nous deux. C'est secondaire, Nathan. Reviens, mon chéri. Nous convînmes qu'il reprendrait le service le lendemain midi. Le silence retomba dans la cabine avant que les premières notes de piano ne me parviennent, à peine étouffées par la distance et ma porte fermée. Le concert du soir commençait, et j'attendis le dernier morceau avant de me glisser dans la pénombre pour prendre place au fond de la salle. Tandis que la musique s'infiltrait en moi, résonnant dans mon cœur et au plus profond de mes entrailles, m'apparut la nécessité de quitter cette personnalité qui n'était pas la mienne. Au-delà de la souffrance présente, dont je n'aurais su dire si elle était réellement plus intense que celle vécue de mon ancienne peau, j'éprouvais l'envie de retrouver ma vraie nature. L'interdiction de faire marche arrière avait été proclamée par Firmin, mais il avait reconnu que ma personnalité d'origine figurait dans sa typologie. Si je continuais d'en changer, je retomberais forcément sur la mienne. La veille, je m'étais promis d'essayer tous les types de personnalités du modèle de la confrérie, afin de le maîtriser et de pouvoir l'utiliser à mon profit. Je n'en avais plus du tout envie. Que valent la réussite et la reconnaissance si elles sont le fruit d'une tactique d'adaptation et d'influence? On ne m'aimerait pas pour moi, mais pour la stratégie mise en œuvre. Aucun intérêt. La voix suave de Paloma vibrait merveilleusement, et tout mon corps semblait entrer en résonance, porté par la beauté de la musique. J'enviais Paloma. Je l'enviais de tout mon cœur. Un jour, c'était sûr, je chanterais à mon tour. Après le récital, la moitié de la salle se retira. Jérémy resta jouer en solo quelques airs d'Errol Gardner, pendant que les derniers clients, un verre d'alcool à la main, reprenaient leur conversation faiblement éclairée par les rayons de lumière tamisés rouge et jaune, dans une atmosphère très cosy. Jérémy levait régulièrement les yeux sur moi. Sans que je ne lui ai jamais rien confié, il savait. Il savait que je rêvais d'être à ses côtés sur scène. Et il savait aussi que jamais je n'oserais franchir le pas toute seule. Son regard disait tout ça. Et en même temps, il m'invitait à le rejoindre, sans formuler un mot. Parce que Jérémy savait que l'essentiel des dialogues ne passe pas par les mots. Et lorsqu'il entama Sibyl's Reflection, les larmes me montèrent, comme chaque fois aux yeux. Non parce que cette musique portait désormais mon nom, mais parce qu'elle avait le pouvoir de me toucher au plus profond de mon être. Je rentrai à la maison très tard, ce soir-là, et Nathan était déjà couché. Quand je me mis au lit, à mon tour, il se rapprochait de moi et commença à me caresser avec une intention manifeste. Je me raidis, mais il ne le perçut pas et continua ses avances. Ses mains se promenèrent sur mon corps et se dirigèrent très vite sur mes seins. J'eus tout de suite le sentiment qu'il avait juste envie de sexe et pas spécialement de moi. Pas ce soir, chérie, je suis fatiguée. Ah, allez. Il glissa la main entre mes jambes. Je basculai sur le côté, lui tournant le dos. Pas envie. Et puis ce soir, j'étais trop grosse.
J'avais craqué dans l'après-midi pour une part de gâteau au chocolat du buffet de pâtisserie. Résultat, je ressemblais à un hippopotame.